plus tard. C'est parti. C'est parti donc pour cette émission spéciale sur les croyances. Euh, L'idée m'est venue dans la semaine, donc elle est toute fraîche. Elle m'est venue dans la semaine, dans le week-end plus exactement. Elle m'est venue dans le week-end, juste avant, il y a donc, on est jeudi, 3 jours, 4 jours, parce que le monde pilote euh, nos vies et le monde est piloté par nos croyances. Nous pilotons le monde qui pilote nos vies. Ça se voit dans les infos, dans les actualités aujourd'hui, ça se voit dans plein de domaines et ça se retrouve énormément au cabinet en séance. Euh, nos croyances pilotent nos vies. Et c'est horrible de mesurer à quel point ces croyances pilotent nos vies sans qu'on s'en rende compte. Alors, je peux dire sans que vous en rendiez compte de vous. Alors, je vais vous parler directement. Ça ne parlera peut-être pas à vous tous, c'est une généralité bien sûr, mais vos vies sont pilotées par vos croyances. Et vos croyances construisent votre monde qui pilote votre vie. C'est horrible parce que ces croyances, vous ne les voudriez pas si vous les connaissiez, parce que pour la plupart, vous ne les connaissez pas. On va faire des choses ce soir pour apprendre à les connaître. Et c'est intéressant de pouvoir travailler sur ces croyances, de savoir que la porte est ouverte à faire quelque chose et, euh, et de voir comment ça va se passer, comment vous allez le vivre, qu'est-ce qui va en sortir. Et, euh, et j'ai peur en même temps de vous choquer un peu ce soir, de rentrer dans vos systèmes de plein fouet avec un gros bulldozer. Euh, mais notre vie, notre structure est basée sur des croyances. Il y a certaines croyances qui sont positives et d'autres qui sont négatives, voire limitantes. On va plutôt s'intéresser à celle-ci ce soir. Et l'idée de ce soir, c'est de vous présenter comment on peut travailler sur ces croyances, en vous expliquant comment elles sont construites, euh, en allant regarder chez vous où elles sont, à quoi elles ressemblent et qu'est-ce qu'on peut changer sur ces croyances surtout. Alors, je vais copier pendant que j'y suis le lien de connexion sur Zoom pour que plus de gens puissent venir nous rejoindre en direct et échanger en direct parce que ce qui m'intéresse, c'est les échanges, bien sûr. Donc, je vais copier ça dans la page. Hop, je fais une bêtise. Je vais copier ça dans la page Facebook qui diffuse en parallèle l'émission. Comme ça, si vous voulez venir en discuter en direct, ben c'est facile, il suffit de cliquer sur le lien. Ok, c'est pas du tout ça, le lien que je veux vous copier. Qu'est-ce que j'ai copié qui ne va pas? Ah oui, c'est parce que j'ai copié celui-là. Boum, 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 boum. Ça va être sympa. Ah, mais si, directement depuis Zoom. Mon cerveau est parti sur, sur plein de choses à la fois. C'est assez drôle euh, de le voir réfléchir à plusieurs choses à la fois et sortir cette croyance que les hommes ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Alors bien sûr, je le fais mal parce que je vous parle en même temps que je réfléchis à quel lien je vais coller, mais je le fais et il est en ligne sur Facebook. Ok. Sachez, vous qui êtes sur Facebook, que le lien que vous avez dans le chat maintenant, vous n'avez rien besoin d'installer, vous n'avez rien besoin de télécharger. Vous cliquez sur le lien et vous allez ouvrir, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, Zoom quelque chose. Enfin, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, vous validez la fenêtre, vous donnez votre nom et puis vous serez avec nous dans la vidéo. Et en direct, et vous allez pouvoir répondre en direct à tout ça. Alors j'ai volontairement fermé vos micros
parce que sinon ça fait un brouhaha terrible. Mais je vais vous inviter à ouvrir vos caméras de façon à ce qu'on puisse au moins se voir, que je puisse voir vos réactions. Parce que même si vous n'êtes pas avec moi dans la même salle, ça sera plus sympa que je puisse vous voir et que vous puissiez me voir aussi du coup. Donc je vous laisse ouvrir vos caméras sur Zoom. Bien sûr, tout est public et il n'y a que vos jolies têtes joliment bien coiffées, aussi bien que la mienne, je pense, ouais, que on va voir euh, sur Facebook. Bien, j'ai une question à vous poser. La première, qui est-ce qui pourrait me dire, alors priorité à ceux qui sont sur Zoom, bien sûr, en direct. Voilà, Christelle est là, merci Jean. Nadège avec une petite fille. Katia, Marie et Galant, alors c'est vos pseudos que vous avez choisis ce soir, très bien. Je vais vous inviter à répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est une croyance pour vous? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez ou est-ce que vous savez à quel point elles peuvent vous piloter? Je vous écoute. Et dans la vidéo sur Zoom, donc pour ça, vous ouvrez vos micros, vous parlez, chacun votre tour, bien sûr. Et sur Facebook, dans le chat en parallèle. Comme ça, je vois tout le monde. Donc, Katia, tu as ouvert ton micro. Est-ce que tu veux prendre la parole? Ah non, c'est l'erreur. Allez, ah non, ferme-le pas, vas-y, ose. Qu'est-ce qu'une croyance et est-ce que tu penses qu'elle pilote ta vie? Et à quel point? Alors, je vais oser. Oui, je pense. Je pense que les croyances, bah, du coup, déjà, ça délimite notre système de pensée. Ouais, D'avoir des croyances, ça les limite. Donc, si toute ma vie, je me dis que je suis maladroite, je serai toujours maladroite, en fait. exactement. Et, euh, et à quel point tu penses que tes croyances pilotent ta vie? Ben, maximum, hein, je pense, hein, parce que... 100%? Ouais, bah oui, carrément, ouais, 100%. Il faut lutter, en fait, pour les éliminer ou les réduire Ok. ou les changer. Alors, là déjà, tu es en train C'est marrant, tu parles des croyances et tu dis qu'il faut lutter pour les changer. Et déjà, Ouais, ça, c'est une croyance. ouais. Je vais vous expliquer comment on les reconnaît super facilement, mais là, tu viens d'en Mhm. prononcer une. C'est une de tes croyances, il faut lutter pour lutter contre les croyances, pour les changer. Mhm. Donc, c'est intéressant parce que dans votre discours, et sur le chat, ça sera la même chose, hein, vous allez voir qu'il faut être attentif à tout ce qu'on dit. Et tout ce que vous allez dire va nous permettre de vérifier. Ah, tiens, ça c'était une croyance. Bon, c'est pas grave et c'est bien, ça permet de donner des exemples. Merci Katia. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner son avis? Alors moi, si je peux, Bien sûr. Ouais. voilà. Bonsoir Christophe. Alors moi, j'ai une petite idée là-dessus. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on nous a enseigné au niveau dans l'éducation qu'on a reçue de nos parents, de l'enseignement qu'on a reçu soit à l'école ou comme ça, quand on s'est fixé des croyances, parce qu'à force de nous répéter euh, il faut faire comme ça, ou tu es comme ça, ou enfin peut-être que c'est un petit peu ça qui influence notre quotidien après quand on est adulte. C'est voilà, tout ce qu'on nous a appris à faire, des fois réprimandé ou bien euh, oui, dit sur nous qu'on était comme ci ou comme ça. Voilà, ça. Ok. Je vois ça comme ça. Pas une croyance, elle est principalement parentale, on va l'appeler? Voilà, parental et puis aussi dans le système éducatif de l'école, en fait, enfin, D'accord. de, De aussi l'apprentissage, donc. dans l'enseigne Ah, école déjà depuis tout petit. ok. Eh ben, on va voir ça. Merci, Christophe. Merci. Gilles et Ghislaine se sont affichés.
Alors Ghislaine, oui, c'est à toi que je parle, Ghislaine. Je ne vais pas te demander si tu sais ce que c'est une croyance, mais je vais plutôt demander à Gilles qui est à côté. Parce que Ghislaine, tu sais ce que c'est, tu l'as étudié en formation test. Mais est-ce que Gilles, qui est là à côté de toi, peut nous dire ce que c'est qu'une croyance, selon lui, et à quel point elle pilote sa vie? Alors pour ça, il faut ouvrir le micro, parce que sinon je ne vais pas vous entendre. Allô? Gilles, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ah, c'est bon, c'est ok. Bonsoir. Bonsoir. Croyance, du verbe croire. Oui, tu m'entends? Oui, c'est bon. Ah ouais, tout va Tu bien. m'entends? Ouais, ouais. Ouais, c'est bon. Ok. Croyance. Donc, du Juste verbe fermer croire. le son sur Facebook en parallèle, sinon vous allez pas voir deux fois. Mais oui, du coup, quelque chose auquel on croit, mais qu'on n'a pas forcément conscience. Il faut fermer le son de Facebook. Quand vous avez la vidéo en double et le son en double. Quelque chose qu'on croit, mais qu'on n'a pas forcément conscience. J'ai coupé. Je vous laisse gérer ça. Je ne vais pas couper. Ah. En fait, Facebook se diffuse 20 secondes après. Il faut couper le son de Facebook. Fermez la fenêtre de Facebook, oubliez-la. Ça. Il y a un double son. Ah, ça y est, ça se calme. C'est quoi ce bruit? Ça affole même les filles. Ok, donc Gilles, là, je dois t'entendre. Tu disais en croyance sur le verbe croire, et quoi d'autre? Ah ben, écoute, je dis- Si, c'est bon, ça y est. Ok. Pardon, excusez-nous tout le monde, là, parce qu'on est Non, mis la télé. c'est normal. Voilà. Oui, je disais une croyance, du verbe croire, croire en quelque chose sans forcément peut-être en avoir conscience et savoir d'où ça vient exactement, quoi. Et pour répondre à ta question, oui, je pense que inconsciemment, mais du coup, mais ça m'en donne conscience maintenant, oui, il y a plein de choses comme ça qui guident notre vie, comme a dit Christelle, je crois. Voilà, qui ont été inculqués dans notre éducation et dont on a du mal à se défaire, quoi. Tout ça. Ok, donc ça pilote beaucoup ta vie selon toi. De moins en moins, mais ça veut dire qu'il faut en avoir conscience, les conscientiser et voilà, déjà s'en rendre compte, déjà dans un premier temps. Mm-hmm. Et puis après, pas répéter les choses et essayer de changer, quoi. Ok, cool. Eh bien, merci pour ta définition, Gilles, et à tout à l'heure peut-être. Sur Facebook, est-ce qu'on a des définitions de croyances? Non, c'est silencieux. Il n'y a personne dans le chat sur Facebook qui... Allez-y, c'est quoi votre définition de la croyance, les Facebookiens? Alors, je vous rappelle que j'utilise Zoom pour qu'on se voit en vidéo. Vous avez dans le... Ah, ben, je vais peut-être la mettre dans le titre aussi, si je peux. Vous avez dans le titre, je vais essayer, de la vidéo sur Facebook. Boum, boum. Vous avez le lien de connexion qui va vous permettre de venir nous rejoindre si vous le voulez. Ok, ça va être fait bientôt. En vidéo, parce que sur Facebook, vous avez à peu près 20 secondes de retard par rapport à ce qui est dit dans la vidéo.
Et vous n'avez qu'un copier-coller à faire de votre navigateur du lien de connexion que je viens de mettre. Normalement, OK, c'est parfait, c'est fait. Et maintenant, vous allez pouvoir répondre, vous aussi. Boum, 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 boum. Je vais faire même quelque chose de plus. Partager. OK. Je vais pouvoir faire quelque chose de plus, c'est partager ça. Qui d'autre bonsoir Manuel, bonsoir Isabelle. Ah, ça y est. Alors, Pascal, sur les croyances, je pense que l'on en a surtout. On nous formate, on nous explique comment il faut utiliser des jouets, des ustensiles, n'importe quoi, et on croit qu'on n'a pas le droit de modifier, de détourner les utilisations, par manque de liberté de faire, de penser, d'imaginer. C'est une croyance de croire qu'on ne peut pas le faire, oui. Et là, on est sur des croyances, selon Pascal, d'apprentissage encore, comme disait Christelle tout à l'heure. Est-ce que vous, dans Zoom, vous avez d'autres croyances, d'autres façons d'intégrer vos croyances, de les construire, selon vous, qui est en direct, profitez-en. Oui, Oui, ça c'est une oui, du coup, je pensais à quelque chose, notamment au niveau du travail, par exemple, que l'argent, c'est dur à gagner, que c'est tabou, donc il ne faut pas en gagner, c'est difficile. Donc, quand on se lance, on n'ose pas trop se lancer et vouloir gagner de l'argent parce que c'est pas bien. Alors, Donc, ça, c'est du une coup, ça croyance peut sur être aussi une l'argent. croyance qui est limitante. Il y en a Comment? Ça, c'est une croyance sur l'argent, je suis d'accord avec toi, Katia. Ouais. Il y en a des dizaines comme ça. Mm. Je ne vais pas dire des milliers, mais au moins des dizaines. Ma question, c'est d'où est-ce qu'elle pourrait venir, cette croyance? Comment elle s'est construite? C'est ça qui est intéressant, parce que si on comprend comment quelque chose se construit, on va pouvoir le déconstruire. Et c'est Ouais. ça qui nous bloque aujourd'hui dans nos croyances, elles sont là et on ne sait pas quoi en faire. Simplement parce que, vous allez le voir, elles sont construites dans notre inconscient d'une façon très, très, très précise. Et quand on comprend comment elles sont construites, on peut arriver à les déconstruire. Mais tant qu'on n'a pas compris. Ok, donc on a vu avec Christelle et je ne sais plus qui, Gilles aussi, que c'est des croyances d'apprentissage. C'est ce que Pascal nous disait dans le chat de Facebook aussi. Et quels autres systèmes de croyances, pardon, quels autres moyens de croyances, de construire des croyances? J'ai manqué un mot dans la phrase. Quels autres moyens pour construire des croyances vous croyez qu'on puisse avoir? Dans Zoom, il y a quelqu'un? Bruno nous dit par des on dit que. Et les on, Bruno, c'est qui? Qui est-ce qui c'est qui les on qui disent? Je suis d'accord, c'est les on dit que, mais les on, c'est qui? Je vous écoute ou je vous lis. J'en profite de ce petit blanc pour copier la publication. Et c'est parti. Ok. Ça c'est fait, ça c'est fait, et ça c'est fait. Alors. Sophie, une croyance correspond à nos valeurs et n'a donc pas forcément un effet négatif. Elle provient de nos apprentissages. Oui, Sophie, je suis d'accord, elle n'a pas forcément un effet négatif. D'accord.
Mais ce qui va nous intéresser, c'est de modifier les croyances limitantes. Pour le coup, parce que si on les modifie, on va pouvoir en faire quelque chose d'autre et du coup les dépasser. La question, c'est, pour toi, elles viennent de nos apprentissages. Bruno, elles viennent des amis, du monde, des infos, des médias. Ok. Qui a un autre avis sur les croyances encore? D'où est-ce que ça pourrait venir d'autre? Vous avez séché, hein? Vous avez séché. À moins que j'ai loupé des commentaires. Oui. Allez. Pardon, j'ai loupé vos commentaires dans Facebook. J'avais ma page qui avait bugué. Guylaine nous dit « Bonsoir Christophe, pour moi les croyances sont des sortes de vérités ancrées qui font notre réalité. » Ouais. Est-ce que c'est des vraies vérités ou des fausses? Et qu'est-ce qu'on va en faire? Alexandra nous dit « J'en ai une bien solide de croyances. » Et Pascal, y aurait-il un lien étroit entre croyances, injonctions de toutes sortes et loyauté de toutes sortes? Ah, eh ben, on va l'approcher. Alexandra nous dit « Je crois que si je me laisse aller au bonheur, ce que je vis en ce moment, il va m'arriver quelque chose et je vais chuter. Du coup, je suis heureuse, mais je fais attention à ne pas trop me lâcher. » Voilà, ça c'est typiquement une croyance limitante que tu pourrais traduire dans quelle phrase, Alexandra? Vivi, nos croyances bonnes ou mauvaises se construisent tout au long de notre vie tout le long de notre vie, avec tous les événements qu'on vit, bons ou mauvais. On peut les déconstruire quand la vie nous montre qu'on se trompait en croyant quelque chose, il nous arrive le contraire, peut-être. Eh bien, c'est ça, Vivi, le problème. C'est qu'on ne peut pas les déconstruire. Et vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas les construire. Emmanuel nous répète, nos croyances proviennent de ce qu'on nous a inculqué, nos parents et autres. Pas que. Pas que. Nos croyances nous viennent en fait de la façon dont on est construit physiologiquement. C'est quoi construit physiologiquement? Je vais vous trouver une image là-dessus. Je pense que j'en ai une là-dedans. Voilà. C'est une image qui est tirée de la formation TEFT. Je vais vous partager l'écran. Voilà. Vous voyez cette image-là? Notre cerveau humain, alors ça c'est une théorie, bien sûr, la théorie des 3 cerveaux, que je vous invite à décortiquer et à contrecarrer si vous en avez les compétences, et je suis d'accord et je vous entends complètement. Mais selon cette théorie des 3 cerveaux, notre cerveau en entier, donc on le voit, la partie grise, plus la partie rouge, plus la partie jaune, notre cerveau en entier est en fait constitué de 3 cerveaux qui auraient des âges dans l'évolution de l'espèce. On est carrément dans le plus que l'homme des cavernes. Ce cerveau se serait constitué petit à petit. Notre cerveau reptilien, et tout le système psy quelque chose en parle, notre cerveau reptilien, c'est la plus vieille partie d'entre elles. C'est le centre des instincts primaires, de la soif, de la faim, de la sexualité, de la survie. C'est avec ce centre-là que notre espèce animale a commencé, même plus que notre espèce animale, a commencé à se développer parce qu'il fallait simplement survivre. Et notre cerveau reptilien, il est axé sur la survie, et donc, quelle est selon vous la principale caractéristique de ce cerveau reptilien? C'est très important parce que c'est exactement, quelque part lui,
qui va déclencher nos croyances. Ce cerveau reptilien, je vais peut-être encore grossir un peu la page si je peux. Ouais. Voilà. Ah ben, bravo, j'ai tout foutu en l'air. Notre cerveau reptilien, donc la partie jaune qui est en fait j'ai mangé le nom. Le bulbe rachidien. Yes. Le bulbe rachidien concerne notre cerveau reptilien. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique par rapport aux autres cerveaux, ce cerveau reptilien? Je vais tenter de vous lire sur Facebook. Vous dites rien. Bon. Oui, Alexandra? Non? Tu te déplaces juste, on t'entend beaucoup. Qu'est-ce que quelqu'un peut nous parler de ce cerveau reptilien? Quelle est sa fonction principale? Quelle est sa caractéristique principale à ce cerveau reptilien? Vous ne savez pas? Ok, je laisse encore 10 secondes pour que les gens de Facebook réagissent. Eh bien, ce cerveau reptilien, pour assurer notre survie, il doit être hyper rapide. C'est parce qu'il est hyper rapide, mais vraiment hyper rapide. On est sur Alexandra. C'est parce qu'il est vraiment hyper rapide et réagit à la microseconde qui nous a permis de survivre. Et c'est celui qui va engendrer nos réflexes de survie. Et nos réflexes de survie, pour qu'on puisse survivre, il faut qu'ils agissent à la microseconde. C'est quelque part l'instinct, Bruno, c'est ça. Ok ? Le but, c'est survivre. Il faut être rapide. Pour survivre face à une situation quelconque qui m'arrive dans quelque contexte que ce soit, si je ne suis pas rapide, ben je meurs. Ok ? Donc, pour survivre, il va falloir que j'apprenne des réflexes de survie. On est tous d'accord avec ça. Ok. Mais est-ce que mon réflexe de survie va être efficace si je mets 2 secondes à comprendre le message? Non, parce que j'aurai déjà 2 secondes de retard sur l'événement qui se passe. Donc mon cerveau reptilien a appris à coder les événements, à les synthétiser, à les trier et à les classer. À les classer dans des cases qui vont nous donner des réponses immédiates par rapport à quelques types d'événements très très dangereux. Quand il y a un gros bruit, hop, je me verrouille et je me protège. Parce que quel que soit le gros bruit, que ce soit un camion, que ce soit un avion qui passe, que ce soit quelque chose qui tombe, ça nous fait sursauter et nous protéger. C'est notre cerveau limbique. Il faut qu'il réagisse immédiatement pour nous protéger, parce que c'est notre réflexe de survie. Et le système établi par ce cerveau limbique, c'est quand il y a un gros bruit, hop, je ferme. C'est une réaction automatique à un événement. Ok. Donc, quoi nous intéresse dans les croyances? Bon. Eh bien, pour expliquer nos croyances, il faut avoir l'idée que notre cerveau, guidé par cerveau limbique, par cerveau reptilien, pardon, il a mis en place ce système de défense. Pour réagir rapidement, il faut que je puisse synthétiser les choses et les classer dans des cases très 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 distinctes et je connais parfaitement. Donc, que je modélise certains systèmes pour avoir un accès plus rapide à qu'est-ce que ça veut dire et comment je dois réagir. Sinon, moi, cerveau reptilien, je peux pas survivre. D'accord? Si je vois le tigre qui court sur moi et que je mets 2 secondes à réagir, c'est 2 secondes de perdu et il me bouffe. D'accord? Si je vois le camion qui arrive sur moi et que je mets 2 secondes à réagir, eh ben, il me bouffe aussi. Mais il y a des signaux. Et des signaux qui sont là pour nous protéger dans notre vie aujourd'hui. Et par exemple, quand vous allez traverser la rue,
Est-ce qu'il y a un panneau lumineux qui s'affiche, qui dit attention, vous allez traverser la rue et il y a des voitures qui sont en train de rouler de la droite et de la gauche? Non. Bien. Bien sûr que non. 2 secondes perdues. Sinon, vous ne seriez pas rapide pour Oui, réagir. je vois le camion. Vous ne seriez pas rapide pour réagir. Et c'est pour ça que on a utilisé des signes, le feu rouge. On a tous appris que le feu rouge, je ne traverse pas. C'est le signe qu'il y a un danger potentiel. Je ne me suis même pas occupé du danger, je n'ai pas à m'occuper du danger. Notre société a posé des signes qui sont en fait la même chose que des croyances. Feu rouge, je m'arrête. Et ça, je l'ai appris pour ma survie. Donc c'est une croyance apprise, mais qui a utilisé le fonctionnement inconscient du cerveau de réagir le plus vite possible. Pour réagir le plus vite possible, il faut que je sois forcément dans un système qui me permette d'avoir les informations instantanées. Si je dois lire ce grand panneau lumineux qui me dit que des voitures vont arriver de la droite et de la gauche, j'ai déjà traversé, je ne m'arrête pas. Eh bien, nos croyances sont construites pareil. Parce que pour réagir à la survie, il y a le cerveau reptilien. Mais il n'y a pas que ce cerveau-là. Il y a le cerveau limbique. Le cerveau limbique, ou le cerveau intermédiaire qui apparaît avec les premiers mammifères il y a 100 millions d'années, c'est le cerveau de l'apprentissage automatique, les conditionnements. Et ces conditionnements nous ont permis de protéger nos émotions. Pour ne pas que nos émotions soient impactées, notre cerveau reptilien et notre cerveau limbique ont mis des conditionnements en place. Ces conditionnements sont créés à partir de généralités. Et pour créer une généralité qui fonctionne, il faut omettre quelques cas particuliers. Donc notre cerveau inconscient limbique plus reptilien, celui qui ces deux-là gèrent 85% de notre fonctionnement global. Hein. D'accord. Le néocortex en gris, c'est le siège de l'intelligence. Lui, il a que 500 000 ans. Il réfléchit, il est logique et il y a un peu d'intuition. Mais tout le reste, il fonctionne en automatique et en conditionnement. Et pour fonctionner parfaitement, rapidement en automatique et en conditionnement, il a fallu symboliser des choses. Or, comment symboliser le fait que je ne dois pas traverser la rue autrement mieux que par un feu rouge? C'est clair. C'est conditionné au feu rouge, je m'arrête. Au panneau stop, je m'arrête. C'est écrit stop en plus pour ceux qui ne reconnaîtraient pas le panneau, parce que celui-là est important. Mais ce n'est pas écrit attention, vous n'avez pas de visibilité si jamais vous traversez sans vous arrêter. C'est écrit stop. Okay. Quand un policier au bord de la route lève la main, vous vous arrêtez. C'est un conditionnement. Il n'est pas en train de vous faire coucou. Mais ça, c'est un geste qu'on a appris en étant conditionné. Mais conditionné pourquoi? Pour protéger nos émotions. Parce que si les événements extérieurs, on ne peut pas les classer en grandes catégories, on ne va pas pouvoir réagir en termes de survie avec notre cerveau reptilien, ni en termes émotionnels avec notre cerveau limbique assez rapidement pour ne pas être touché. Et pour réagir plus vite, on a classé tous ces événements, enfin notre inconscient a classé tous ces événements, je vais arrêter de partager ça, voilà. Notre inconscient a classé tous ces événements en grandes catégories. Les grandes catégories, c'est nos croyances. Si j'ai la croyance que les hommes sont mauvais, c'est une grande catégorie. Les hommes sont mauvais. Bon, eh bien, je vais réagir automatiquement face aux hommes. Moi, femme, ou moi, homme, hein, je peux être très bien une croyance masculine aussi. Et je vais réagir automatiquement. Je vais me méfier des hommes par défaut. Parce que, on va voir les systèmes après d'apprentissage, parce que tous les systèmes d'apprentissage qui ont été mis en route ont un seul but, c'est par défaut face aux hommes, je me méfie parce qu'ils sont mauvais. C'est ma croyance. Ok, c'est bien, mais à quoi elle sert cette croyance? Elle sert à se protéger.
On l'a vu, c'est le système de conditionnement, d'apprentissage, de survie. Bien. Mais à me protéger de quoi? À me protéger de quelque chose qui n'est pas bon, qui a été reconnu comme pas bon, en tout cas pour mon inconscient. Alors, il y a des choses, des croyances qui sont bonnes, hein, le feu ça brûle et l'eau ça mouille, qui sont néanmoins des croyances, pardon, parce que ce n'est pas vrai dans tous les cas. Et là, on arrive à la fin de la définition de la croyance. La croyance est quelque chose qui a été validé et qu'on croit vrai en permanence, qu'on va suivre en permanence sans jamais la remettre en question. Pourquoi on ne peut pas la remettre en question? C'est le système qu'on va voir. Pourquoi on ne peut pas la remettre en question? Tiens, d'après vous, pourquoi je ne peux pas remettre en question celle de Katia tout à l'heure, il faut travailler beaucoup pour gagner de l'argent. Pourquoi celle-ci, je ne peux pas consciemment la remettre en question? Quelle serait la raison profonde de la remettre en question, de ne pas la remettre en question? Est-ce que vous avez une idée? Ça serait l'écroulement du système, en fait. L'écroulement du système, c'est-à-dire? Si on se dit que, faut pas travailler dur pour gagner de l'argent, ça veut dire qu'on remet tout en question le système économique, quoi. Donc le système économique, il tient debout parce qu'on croit qu'il faut travailler dur pour gagner de Non, il l'argent. tient pas debout pour ça, mais en partie, quoi, parce que du coup, on travaille beaucoup pour peu d'argent et du coup, Mais quel intérêt, nous, si on gagnait tous beaucoup d'argent, il y aurait moins de profit. Mince. quel intérêt, nous, personnellement, on a à ne pas remettre en question ce système-là, cette croyance-là? Je sais pas. Ben ouais, eh ben on ne sait pas. Et c'est ça le problème des croyances. C'est pourquoi j'arrive pas à la remettre en question. Mmh. Et c'est impossible de la remettre en question parce qu'elle est établie dans mon système neurologique, reptilien et limbique, qui a abouti à travers une hyper compliquée équation tordue à force de généralité, d'omission et d'approximation à dire pour gagner de l'argent, il faut que je travaille beaucoup. Alors, il y a plusieurs systèmes qui ont contribué à ça aussi, mais rappelez-vous les principaux. Je généralise, donc j'omets des choses et je simplifie pour aller vraiment au cœur. Mais on sait très bien qu'en généralisant et en simplifiant, on oublie des paramètres et on est obligé de les oublier parce que sinon ça fait des potentialités que notre cerveau n'a pas le temps d'analyser dans l'urgence. Et celle-ci, il les vire. Donc s'il y a 85% de cas où je trouve que l'argent, il faut travailler beaucoup pour en gagner, c'est une majorité, je prends la majorité, les 15%, je les vire. Je les sors du paramètre, sinon je ne peux pas en faire une croyance. En quoi cette croyance est utile? Toujours pour la même raison, c'est une simplification. Si votre cerveau simplifie les choses, votre vie est vachement plus facile. Vous avez moins de questions à vous poser et vous pouvez avoir plus de temps pour vivre parce que votre cerveau disponible, le reptilien et le limbique, est plus grand. Ayant simplifié les choses facilement, il faut travailler beaucoup pour gagner de l'argent. Le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille. On va reparler de ces deux-là parce qu'elles sont assez extra. C'est vachement plus simple de vivre. Je ne me pose pas de questions. C'est automatique, bouffe. Le feu rouge, il est là, je m'arrête. C'est automatique. Il n'y a que si j'ai un intérêt à remettre ma croyance en jeu, c'est-à-dire je suis très, très, très pressé et ce feu rouge, il m'embête parce que je veux traverser la rue, je vais regarder à droite, à gauche, il n'y a personne, il n'y a pas de policier, hop, je traverse. Mais il me faut une raison profonde pour la remettre en question. Sinon, je la suis. Ou alors, je prends l'habitude de ne pas la suivre. Mais là, c'est juste le feu rouge. Il y a d'autres croyances plus compliquées que les feux rouges. Et la croyance, le principe du feu rouge, c'est une croyance que je peux vérifier chaque jour. Si je ne m'arrête pas pour vérifier qu'il n'y a pas de voiture quand mon feu est rouge, je suis en danger. C'est vrai.
Je suis obligé de m'arrêter et c'est au moins un signe qui m'impose à m'arrêter, à vérifier. Mais je peux quand même m'affranchir de cette croyance-là, cette croyance qui est affichée sur le feu rouge. Bon, mais si je la suis, alors je ne parle pas de suivre la loi, hein, de ne pas traverser au feu rouge, mais si je suis cette croyance-là sans y réfléchir, eh ben je suis exactement dans le même système faut travailler beaucoup pour gagner de l'argent. Parce que cette croyance a été établie par un système qui a éliminé toutes les possibilités extérieures pour se centraliser sur la majorité. Et dans notre système de mérite, parce que c'est juste notre méritocratie qui a monté ça, il faut mériter ce qu'on gagne. Si je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent. Et d'où vient cette croyance? De plusieurs choses. On va voir ces plusieurs choses. Et avant qu'on voit ces plusieurs raisons, est-ce que c'est logique pour vous jusque-là ou est-ce que vous avez quelque chose à opposer à cette explication? Je vous écoute et je vous lis. Non? Ça tient debout? Ok. Parfait. Alors, si ça tient debout, on continue. Comment ça marche une croyance? Une croyance, elle s'auto-alimente. C'est un petit peu comme si notre inconscient avait mis en place une croyance. Ça demande une énergie de trier, de classer, de se faire sa propre croyance. Et cette énergie dépensée à mettre cette croyance en place, ben, il faut l'amortir. Comment je l'amortis? Ben, en l'utilisant. Facile. Comment je l'amortis en l'utilisant? Ben, en la vérifiant. Mais notre système, pour la vérifier, puisque c'est une croyance basée sur des généralités, il va inconsciemment omettre tous les petites exceptions à cette croyance. Et c'est pour ça que dans les phrases des croyances, on retrouve les mots toujours, jamais, tout le temps, etc., etc. Il y a une sorte d'intemporalité. C'est comme ça. Il y a une fatalité, intemporalité suivant les mots que vous allez utiliser, mais il faut, pour, quelqu'un nous a dit tout à l'heure, pour changer une croyance, il faut travailler beaucoup. Ah, ben non, en fait. Il ne faut pas travailler beaucoup pour changer une croyance. Une croyance, ça peut se faire en 2 minutes, et c'est ce qu'on va faire avec certaines des vôtres aujourd'hui. Juste pour vous démontrer que c'est une construction inconsciente qu'on ne remet pas en question. Et parce qu'on ne la remet pas en question, notre cerveau va vérifier sans arrêt qu'elle est vraie dans notre réalité, et il va il va sciemment, c'est ni consciemment ni inconsciemment, il va sciemment éviter les contre-exemples. Parce que ça va remettre en cause sa structure et que sa structure, elle vous protège. Grâce à cette structure de croyance, vous êtes protégé de tout ce qui peut vous arriver. Donc, il faut absolument que cette structure ne soit pas remise en cause. Et pour qu'elle ne soit pas remise en cause, votre inconscient va sciemment éliminer les contre-exemples. Il va falloir qu'on vous mette le nez dans votre caca, si je puis dire, en vous démontrant que non, c'est pas vrai, pour semer le doute, et ce doute va juste ouvrir une possibilité à une autre sortie, une autre croyance. C'est pas là que je voulais aller, c'est là. Je vérifie. J'ai un petit problème de mise à jour, je crois. Alors, c'est Stéphanie qui a commencé. Alors, je suis désolé, mais je ne vois pas tous les. Le chat n'est pas mis à jour sur la page Facebook que j'ai ouverte à côté. Donc, je n'ai pas vu que Stéphanie Pulsé avait écrit une partie physiologique aussi. L'être humain est programmé ainsi au-delà des croyances qu'il consolide. C'est ce que je viens d'expliquer et merci Stéphanie.
Pascal, raison de ne pas remettre en cause des croyances quand notre inconscient a une expérience qui va démontrer une fois quelque chose qui est alors une croyance et le cerveau le range et va chercher directement la réponse comme nécessaire. Ou on ne l'a pas vécu, avec les injonctions, l'expérience est de la même manière. Exactement. Une croyance est basée sur une expérience. Il n'en faut pas plus. Il ne faut pas plus d'une expérience pour faire une croyance dans votre inconscient. Et c'est horrible de se dire ça, ça veut dire qu'on est limité à une seule expérience. Et que cette expérience-là, aussi bonne soit-elle, va nous servir de base. Et plus cette expérience va être forte, plus la limitation et la croyance va être forte aussi. Ok. Quelle croyance vous embête, vous, personnellement? Quelle croyance vous avez identifiée, en tout cas, vous embête, vous, personnellement? Alexandra a donné la sienne. Si je suis heureuse, à un moment, ça va foirer. Ça, c'est une croyance, que le bonheur, ça ne dure pas. C'est comme ça que tu le traduirais? Ou comment? Si tu ouvres ton micro, tu pourras parler. Ouais. Vas-y, écoute. L'idée, c'est que ma croyance, c'est pas que ça dure pas, c'est que j'ai peur que si je me laisse aller à trop de bonheur, il va m'arriver quelque chose et que tout va retomber. Ok. Donc, c'est quand tu dépasses une certaine limite, hop, ça retombe. C'est pas que ça retombe tout seul, c'est que si je dépasse une certaine limite, Ouais. je me dis, il va m'arriver un truc et ça va être la catastrophe, donc j'essaye d'être pas trop heureuse, quoi. Donc, si tu Mais bon, là, ça va mieux. Mais quand même, j'ai peur. as peur. Donc, Bien heureuse, mais quand même, je pourrais l'être encore plus. Donc, tu lâches pas, comme tu dis, tu lâches pas la bride et tu n'es pas complètement heureuse. Ok. Ouais. Bien. Et, ok. Posez vos croyances. Je vais vous poser une question générale à tous après, qui sera valable aussi pour les gens sur Facebook. Ok. Sylvie, alimentez votre croyance avec la positive attitude. Je ne sais pas à quoi ça répond. Pardon, Sylvie. Pardon. D'autres croyances dans ceux qui sont en ligne, en audio, en vidéo, pardon. Vous pouvez commenter en chat, vous pouvez prendre le micro. C'est plus facile par le micro. Stéphanie Pulsé, peur d'être heureuse, j'ai pas le droit. Ok. Pas le droit d'être heureuse. Bien, ça c'est une croyance. C'est une croyance parce qu'elle a quelque chose de définitif. J'ai pas le droit. Ok. C'est une croyance. Et du coup, je le fais pas. Pourquoi? Ce qui va nous intéresser, c'est pourquoi. Pourquoi j'ai pas le droit? Ça vient d'où et comment je peux faire? C'est ça qu'on va tenter de sortir ce soir. Alors, dans le chat, Sophie, ne pas se sentir légitime, donc ça limite mes capacités. Et je n'ose pas forcément croire les compliments que l'on m'en fait, ou alors je n'ose pas faire. Oui. Ghislaine, pour être compétente, il faut la reconnaissance. Ok, donc ta compétence dépend de la reconnaissance que tu as. Super, c'est pratique pour être thérapeute. C'est pratique pour n'importe quoi dans le travail. Parce que si tu n'as pas de reconnaissance, c'est que tu n'es pas compétente. Alors que ta compétence, et tout le monde, enfin, en tout cas ceux qui n'ont pas cette croyance-là, peuvent vous dire, non, ça ne dépend pas de ça, en fait. Ben oui, mais chez toi, c'est inscrit comme ça. Pas se sentir légitime. Sophie, se sentir légitime, c'est légitime dans quoi? Dans la place, dans le rôle, dans quoi?
Ok, je vous lis aussi sur Pascal. Mes croyances profondes qui ont émergé depuis 4 mois. Je ne suis pas aimable. Je me dévalorise et donc je n'ose pas. Je rentre ma tête dans mes épaules et je subis la vie sans broncher et je choisis des vécus qui vont dans ce sens. Bien, 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 bien. Enfin, je dis bien, pardon, c'est pas bien, mais c'est une croyance. Et vous n'êtes pas aimable depuis 4 mois, c'est drôle. Que depuis 4 mois. Ok. Je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et Katia, j'ai la même croyance de légitimité dans ma sphère professionnelle. Ok. Quand vous êtes face à une croyance, il y a 2 questions à se poser. Pas 12, mais 2. Quel est le premier événement qui vous a conduit à croire ça? Et qu'est-ce que vous aimeriez croire par rapport à tout ça? Donc, est-ce que cette croyance, elle est utile ou inutile? C'est le début du travail sur la croyance. Dans la place et ou dans le rôle pour Sophie, j'y travaille et ça va bien mieux, mais j'ai réalisé à quel point ça m'a bloqué pendant tant d'années. Ok. Est-ce que c'est utile ou inutile d'être légitime ou de croire qu'on est légitime? Est-ce que c'est utile de Bruno de croire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie ou inutile? En fait, chaque croyance, si vous la placez sous le sens utile-inutile, vous allez pouvoir voir vos croyances limitantes par rapport à vos croyances utiles. Ghislaine, est-ce que c'est utile de croire qu'on est compétente avec de la reconnaissance? Donc, c'est une croyance inutile. Okay, c'est une croyance limitante. Katia, est-ce que c'est utile de penser qu'il faut travailler beaucoup pour gagner de l'argent? Ben non, c'est pas utile du tout, c'est fatigant. Ok, et tout ça, c'est des croyances limitantes. Mais ces croyances, elles sont basées sur des présuppositions. Comment dire? Il y a quelque chose qui présuppose la croyance. Je parlais de l'homme est dangereux, ou l'homme est mauvais. L'homme est mauvais, pardon. Ça présuppose qu'il y a une échelle de valeur qui dit à partir de là, on est mauvais. Avant ça, on est bon. Mais donc, il y a une échelle. Pour dire mauvais ou bon, il faut un comparatif. Et c'est cette présupposition qu'il faut démonter, en fait. Si cette présupposition est démontée, on va s'en sortir. La croyance, elle a un autre but. Elle nous permet de donner un sens à tout. Pour vivre dans la cohérence. Parce qu'en vivant dans la cohérence, si tout a un sens, on ne se pose pas de questions. Même si c'est parfois difficile. Travailler beaucoup, c'est compliqué. Mais c'est cohérent. Et si c'est cohérent, je n'ai pas de questions à me poser, donc j'avance. Il y a des croyances qui sont utiles pour se construire. Mais quand elles durent trop longtemps, elles vieillissent. Et elles peuvent nous détruire. Et ces croyances vont se bâtir, on l'a vu au départ, on revient dessus, par, d'une part, transmission éducative, donc familiale, d'accord? On a toujours travaillé très dur pour gagner de l'argent, typiquement, où tous les hommes de la famille étaient mauvais, ils étaient durs, ils battaient leurs femmes, etc. C'est l'histoire. Le problème, c'est que cette croyance, elle va venir d'un
et d'un moment particulièrement marquant par rapport aux autres. Typiquement, un élève se fait humilier par la maîtresse devant toute la classe. Et ça, c'est horrible parce qu'il y a du jugement, parce que ça porte atteinte à l'image de lui, à sa valeur, devant l'autorité, etc., etc. Cet élève peut construire la croyance que l'école, c'est une source de honte et de douleur. L'école. Mais ça va s'intégrer parce que c'est plus facile d'intégrer ça comme un paramètre simplifié. À l'école, on en bave. L'école, ça va être intégré dans un autre système, encore plus large, parce que l'école, c'est déjà très, très précis. Donc, à l'école, on fait quoi? On apprend des choses. Donc, le système d'apprentissage, c'est toujours peur, souffrance et douleur pour cet élève-là. En tout cas, c'est la croyance qu'il peut développer. Donc, à chaque fois qu'il va être en formation, ça va être l'enfer pour lui. Parce que s'il est en formation, il est en apprentissage et ça va être compliqué. Donc, c'est quelqu'un qui ne va jamais chercher à apprendre quoi que ce soit de nouveau dans sa vie et qui va se retrouver bloqué dans son développement simplement parce que dans son inconscient, la croyance de l'apprentissage est douloureux, en quelque sorte, a été créée par une maîtresse qui lui a mis une humiliation monumentale devant toute la classe une fois, ou plusieurs fois peut-être, mais ça a duré qu'une année ou qu'une période en tout cas. Et cette croyance, elle est basée sur cet événement-là. Il va faire une généralité dans sa vie et il ne va pas en sortir. Le pire, c'est que n'en sortant pas, il va rentrer dans le cercle vicieux des croyances limitantes. Je vais vous agrandir ça. Voilà. Comment fonctionne votre cerveau? Hop. Hop, hop. Il fonctionne comme ça, votre cerveau. Il est où? Il est là. On part de la croyance limitante « je suis nul ». C'est au masculin, mais ça peut être au féminin aussi. Hein. On part de ça « je suis nul ». C'est une croyance qui est venue de quelque part. Comme je suis nul, je ne fais rien. Je ne fais rien parce que j'y arriverai pas. Je suis nul, donc je ne peux pas y arriver. Donc, pour me défendre de me confronter à ma nullité, je ne fais rien. Du coup, si je ne fais rien, je n'ai pas de résultat. Et la validation vient par derrière, c'est-à-dire je savais que je ne pouvais pas le faire. Je l'avais dit, je suis nul. Donc, ça vient valider la croyance, je suis nul. Et c'est un cercle vicieux qui nous emmène toujours plus dur et plus loin dans la croyance limitante. Pour sortir de ce cercle, d'abord se dire, identifier la croyance limitante. Donc, est-ce que ce que je crois, c'est intéressant ou pas, c'est utile ou pas? Si c'est utile, je le garde. Ça peut être utile encore quelques années, comme il faut être le meilleur pour gagner le plus d'argent. C'est utile parce que ça va nous pousser à évoluer, mais à un moment, on risque de passer en perfectionnisme et de se tuer la santé, voire de partir en burn-out carrément pour être encore meilleur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, à un moment, cette croyance, elle devient inutile et elle passe dans les croyances limitantes. Mais tant qu'elle est acceptable, utile, ça roule, on la garde. Vous n'avez pas besoin de démonter vos croyances utiles. Celle de Bruno tout à l'heure, je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est utile ou c'est pas utile? Si c'est utile, on garde. On ne se pose pas la question d'enlever. Maintenant, laquelle vous aimeriez enlever en priorité? Grande question. Quelle croyance vous aimeriez enlever en priorité? Il y en a forcément une plus tordue que les autres. Hop, arrêtez. Forcément une plus tordue que les autres, ça serait laquelle pour vous? C'est je suis nul. Je suis nul. Ok. Donc, un problème de pas de valeur, dévalorisation. Ok. Pour les autres. Pareil. Je suis nul pour Katia. Ok. Donc, Katia, est-ce que tu peux voir que le je suis nul va t'imposer de travailler beaucoup pour gagner de l'argent, puisque tu n'as pas de valeur?
Donc, il y a des croyances sources, comme ça, qui vont dériver sur toutes les autres derrière. Et c'est important de remonter à chaque fois à cette croyance source, parce que si vous travaillez sur... il faut travailler beaucoup pour gagner de l'argent, vous ne travaillez pas sur la bonne croyance. En tout cas, pas celle qui est la source des croyances. Quels autres exemples? C'est trop dur de changer. C'est trop dur de changer. Ok. C'est utile ou pas utile, ça, Gilles? Si. Non, c'est pas utile. Il y a un doute là. Là, c'est utile de changer, mais c'est pas utile de faire ça. Alors, là, on est sur une croyance très très particulière parce que une croyance, par définition, elle vous empêche de changer, elle vous limite. Donc, c'est trop dur de changer, c'est la croyance de la croyance. C'est super dur. Donc, pour changer cette croyance de la croyance, il faut sortir de système de croyance. Donc là, c'est double verrouillage. Ok. Mais si tu t'aperçois que c'est pas utile, là, il commence à y avoir une petite faiblesse dans la carapace, en tout cas dans l'armure qui est construite autour de cette croyance-là, et on va pouvoir glisser le pied de biche, soulever, puis mettre un peu de dynamite et faire péter tout ça. Mais ça commence toujours par utile ou pas utile. Ben non, c'est pas utile. Là, il y a votre cerveau inconscient qui dit, mais j'ai fait un truc et c'est pas utile. Mince. Donc, ça empêche d'évoluer. Donc, il faut que je change un truc. Mais comment je fais? Parce que je suis coincé dans mon truc. Merci. Quels autres exemples de croyances utiles, inutiles? J'arriverai jamais à maigrir. Pour Vivi, trop souvent essuyé, essayer, trop souvent échouer. Encore une fois, la croyance de j'y arriverai pas revient sur j'y arrive pas, donc j'ai pas de valeur, je réussis pas. Donc il y a une histoire de valeur au départ. Et ça, je l'ai expliqué dans pas mal de vidéos, en tout cas celle précisément sur le surpoids que j'ai faite, dans les lives que vous pourrez sur YouTube, sur ma chaîne. Le surpoids, c'est une somme de choses. Et le manque de valeur, c'est énorme. Pour se donner de la valeur, on peut simplement se donner du poids. Voilà, c'est une des façons de donner de la valeur. Pas la meilleure. En tout cas, celle qui vient des croyances. Ensuite, Bruno, il nous dit c'est trop bien de changer. Oui, mais Bruno, tu es sorti de la croyance, toi, c'est trop dur de changer. Puisque Bruno, tu as pu changer. Ok. Ensuite, d'autres croyances que vous avez à proposer. Donc, je navigue de Facebook à Zoom, de Zoom à Facebook. Coucou, t'es plus con que la moyenne. C'est pas mal ça. Ça, c'est une belle croyance. Donc, en fait, voilà, c'est foutu. T'es plus con que la moyenne. Là, Ghislaine, no pain, no gain, c'est ça. Hein, je dois travailler dur pour gagner. C'est la même que Katia. Mais encore une fois, si c'est la même que Katia, non, c'est Gilles, pardon. No pain, no gain. Ok. Oui, c'est ça, c'est dur de changer. Donc, si tu travailles pas, ça marchera pas. C'est encore la même chose. Et on revient à cette histoire de valeur. Ok. Si j'y arrive pas, c'est que je suis nul. Donc, je suis nul. Donc, j'arriverai pas. Donc, je peux pas. Et je suis coincé. C'est cet enchaînement qui vous emmène dans cette spirale où on s'en sort pas. Ok. De là, on va devoir faire une petite incursion dans le monde de la loyauté. Quel type de loyauté pourrait potentiellement vous maintenir dans ces croyances?
Parce que si vous maintenez dans ces croyances-là, qui, on l'a vu, ont été apportées par l'apprentissage, par votre système automatique de cerveau qui a sélectionné les généralités, qui a fait des omissions, qui s'est basé sur des présuppositions, qu'est-ce qui vous empêche d'en sortir? Qu'est-ce qui vous rend si loyal à cette croyance? Vous ne savez pas? Est-ce qu'ils savent sur Facebook? Pascal, loyauté familiale et clanique. Loyauté au clan et à la famille. Je reprends celle de Christelle. T'es plus con que la moyenne, je suppose que c'est un message parental. Eh bien évidemment, c'est un message parental. T'es plus con que la moyenne, ça vient pas de nulle part. Et petit aparté, j'ai vu quelqu'un une fois au cabinet arriver qui avait fait 30 ans de psychiatre. 30 ans. Elle est venue me voir, moi, je ne sais plus pour quelle raison, par quel canal est arrivée, peu importe. Et on a travaillé sur son problème. Son problème, c'est qu'elle était maniaco-dépressive. Et elle n'en s'en sortait pas. Et elle avait beau essayer tout ce qu'elle pouvait essayer, ça ne marchait pas. Méditation, yoga, machin, pleine conscience, ça ne marchait pas. Elle retombait toujours dedans, toujours dedans, toujours dedans. Et c'est vraiment l'exemple typique de la loyauté familiale et clanique. Je ne sais pas si ça existe clanique, hein. La loyauté au clan, en tout cas. À force de défricher, de savoir, de comprendre, on a remonté le fil de l'histoire. Et ça lui a paru d'un coup, ce jour-là. Elle s'est souvenue que dans sa famille, quand elle était, on va dire, jeune femme, un de ses grands-oncles a fait un magnifique arbre généalogique et a fait un livre sur la famille, où il présentait tous les ancêtres, bien sûr, mais tous les descendants aussi. C'était quelque chose qui permettait d'avoir c'était lors d'une rencontre d'une cousinade, ça s'appelle, qui permettait de présenter tout le monde à tout le monde. Et dans ce livre, il y avait la description des uns et des autres. Okay. Et elle, il y avait sa sœur, elle avait une sœur à côté. Dans le livre, c'était marqué, je ne sais plus comment s'appelle sa sœur, pardon. Elle est infirmière à l'hôpital machin. Okay. Et chez elle, c'était marqué Patricia, maniaco-dépressive. C'était une étiquette qui était posée devant tout le monde, aux yeux de tout le monde, et qui lui a été tamponnée là. Et c'est l'étiquette qui avait été posée par celui qui faisait l'arbre, ce grand-oncle, pas méchamment, pas en truc, mais je pense qu'il n'avait pas trouvé d'autre chose à faire que d'écrire maniaco-dépressive. Et en fait, cette jeune femme de 20 ans, elle ne savait juste pas ce qu'elle allait faire dans sa vie. Donc, elle essayait un truc, puis ça ne marchait pas, puis elle essayait une autre formation, puis ça ne marchait pas, et puis elle se décourageait, puis elle n'était pas bien, et puis après elle reprenait quelque chose. Et pour ce grand-oncle-là, qui ne la connaissait pas vraiment en plus, il l'a décrite comme maniaco-dépressive. Seulement, c'est devenu son étiquette devant toute sa famille. Et comme c'était écrit dans un livre imprimé que tout le monde avait lu, eh bien, elle s'est mise à suivre cette injonction-là. Et donc, elle a eu cette loyauté à la famille, au clan, à l'étiquette qui lui était posée. C'est pas t'es plus con que la moyenne, c'est toi t'es maniaco-dépressive. Donc, on a fait le travail juste pour sortir de cette étiquette-là, pour rendre à ce grand-oncle ses paroles et qu'elle puisse elle-même écrire son propre livre à elle. Et ça a été terminé. Elle a arrêté ses traitements et aujourd'hui, elle va bien. En tout cas, elle a les mêmes problèmes que tout le monde. Elle n'est pas plus maniaco-dépressive que ça. Parce qu'en fait, à force de fouiller dans son histoire, les quelques séances où je l'ai reçue, elle allait plutôt bien. Dans le fond, il n'y avait pas de manifestation particulière, mais elle était malade. Donc voilà, c'est une étiquette qu'on lui avait collée. Et c'est cette loyauté familiale et au clan qui avait empêché de faire sa vie, en fait. 30 ans qu'elle galérait chez les psychiatres pour ça. C'est horrible. Katia, la peur de l'échec. Ok.
Alors Katia, qu'est-ce qui se passe si tu échoues? Là, on est sur des... Bah, du coup, bah, ça va, comment dire, ça va appuyer ma croyance de je suis nulle, du coup, si Ouais, j'échoue. ok. Donc tu fais rien. Voilà. Et donc, du coup, je suis nulle. Mais voilà, Je gagne votre des deux croyance, côtés. votre croyance engendre un système qui vous maintient dans ce système-là parce que c'est un cercle vicieux. Ok? Donc, le but, c'est de remonter à la source de ça. À partir de quand tu te sens nul? À partir de quand tu as vécu ça? Et je vous renvoie à votre question à tout le monde, à chacun dans vos, euh, dans vos croyances. À partir de quand, Vivi, tu t'es dit que tu n'arriverais jamais à maigrir? À partir de quand, Pascal, je ne suis pas aimable? À partir de quand, je ne sais plus qui et je ne sais plus quoi? Parce que j'ai un peu zappé tous vos commentaires. Mais peu importe, sur le même principe. À partir de quand c'est arrivé? Et s'il y a un événement qui a déclenché ça, c'est lequel? Parce qu'en fait, vos croyances sont établies sur un événement parfois anodin ou un mot de la famille. Et dans ce cas-là, on reste loyal à ce clan. Pourquoi? On va le voir. Ou un apprentissage. Un apprentissage que ça s'est toujours dit dans la famille, c'est comme ça. Ou parce qu'on l'a répété 25 000 fois, t'es plus con que la moyenne. Ok. Bon, il y a aussi t'es pas plus con qu'un autre. Ça, c'est pas super positif non plus. Mais, mais au moins, si je suis pas plus con qu'un autre, bon, ben, ça veut pas dire que je suis intelligent. Ces messages-là, qui c'est qui était... Merci maman. Donc Nadège, c'est toi qui poses, je suppose. À cause des phrases assassines des parents, on rentre en loyauté parentale. Et c'est ce que j'appelle les croyances transparentales. C'est vos parents qui vous ont transmis ces croyances. Le t'es pas plus con que la moyenne, c'est parental. Le de toute façon, maigrir, c'est pas possible, c'est parental. De toute façon, t'es nul, c'est parental. C'est des loyautés parentales. Après, il y a des loyautés familiales, du clan au clan. Et celles-ci, on les découvre en transgénérationnel. On découvre quelle histoire de quel ancêtre on porte, on travaille et on règle. Okay, mais on peut travailler facilement les loyautés transparentales juste en les identifiant. Quel message est reçu de qui? D'accord? Et ce message-là, est-ce qu'il est bon pour moi ou est-ce qu'il n'est pas bon? Vous en êtes là à vous dire non, il n'est pas bon, hein, c'est clair. Vous ne seriez pas là. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Comment j'en sors? Eh bien, je dois sortir de ma loyauté au clan. C'est pas possible, ça? Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que vos trois cerveaux, là, dont on a vu tout à l'heure, le limbique, le reptilien et le cortex, il ne compte pas à 15%, il n'a pas de poids là-dedans. Lui, il doit suivre cette loyauté. Parce que la loyauté au clan, elle date à peu près de ces cerveaux-là. C'est-à-dire que dans nous, êtres humains en tout cas, qui venons des singes, a priori, hein, jusque-là, la science en est là, pour survivre, on a dû vivre en clan. C'était notre seul moyen de survie. Un singe tout seul dans la nature, il ne survit pas. Donc, il doit vivre en clan. Pour se reproduire, pour chasser, pour se protéger, pour se nourrir, etc. etc. Ça, c'est notre cerveau, on va appeler limbo-reptilien ou reptilien, reptilo-limbique. C'est notre ancien cerveau. Et lui, il doit respecter absolument les règles du clan. Il y a une vidéo que vous trouverez aussi sur ma chaîne YouTube, sur le transgénérationnel, où je parle de ça, où j'explique ça en détail, je ne vais pas vous le faire aujourd'hui. Le pourquoi. Pourquoi on est absolument loyal au clan et à ses parents en priorité. Et à travers ces deux loyautés au clan et aux parents,
on est coincé. On est coincé, on est obligé d'écouter leur message. Et le pire, c'est que ces loyautés-là archaïques, c'est la loyauté, celle que j'appelle la loyauté familiale archaïque, familiale au sens large, le clan compris. Cette loyauté archaïque s'est transmise dans notre société. Aujourd'hui, si vous allez quelque part dans une soirée et vous dites « Ah, mes parents, c'est des cons », il y a combien de personnes qui vont me regarder de travers? Ça ne se dit pas, ça ne se fait pas, parce qu'il faut les respecter. Alors, pourquoi il faut le respecter? Parce que je pense, alors je n'ai pas étudié toutes les religions, loin de là, je ne connais un petit peu que la relation, la religion, que la religion judéo-chrétienne, qui nous dit, dans le 4e commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Pourquoi? Pour survivre, en fait. Ce commandement nous explique comment on va survivre. Et ce commandement-là ne fait juste que traduire la loyauté archaïque. C'est-à-dire que si tu ne vis pas en clan, donc si tu ne respectes pas les premiers membres de ton clan les plus proches de toi, c'est-à-dire tes parents, tu ne peux pas rester dans la famille. Donc tu vas mourir. Donc il faut absolument les respecter. Et pour les respecter absolument, je vais suivre tout ce qu'ils vont dire. Donc quand papa va me dire « t'es plus con que la moyenne », ok. C'est papa qui le dit, c'est une parole du clan et je la prends. Tu n'arriveras jamais à maigrir parce que c'est pas possible. Ok, c'est l'expérience de maman, donc j'y crois et je le prends, ce message-là. Ou il faut travailler dur pour réussir. Ah bon, ok, je travaille dur pour réussir. Ou alors il faut mériter son salaire. No pain, no gain. C'est pareil. C'est tout un message familial. Et ce message familial, vous ne pouvez pas le remettre en cause parce que tout votre système archaïque, social, alors judéo-chrétien, j'en étais là, a transformé ça dans un système social où aujourd'hui, ce n'est pas bien vu si on critique ses parents. Parce que, il y a plusieurs phrases, vous allez me dire si vous les reconnaissez. Mes parents, les pauvres, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Avec l'enfance qu'ils ont eue, c'est déjà bien que je ne sois pas mort derrière, moi. Donc, je n'ai pas le droit de les critiquer. Ou alors, mes parents, j'en ai que 2, et puis je ne peux pas les changer. Donc, si je ne peux pas les changer, je suis obligé d'accepter. Okay. Ou alors, le pardon. Ça, c'est quelque chose qui est très, très fort en ce moment, la théorie du pardon. C'est-à-dire, je dois leur pardonner. Je dois pardonner mes parents tout ce qu'ils ont fait. Pour les 2 raisons, parce que je ne peux pas les changer, et en plus, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc, je dois les pardonner. Et il y a des stages qui existent sur le pardon, et où les gens vont pardonner à leurs parents. Pardonner quoi, on ne sait pas trop, parce que, de toute façon, une fois, tant que ce n'est pas reconnu, on ne peut pas pardonner quoi que ce soit. Et si on commence par le pardon, avant de reconnaître ses propres blessures, c'est sûr qu'on ne va pas très loin. On ne va pas très loin parce que nous, enfants, on est élevés par nos parents. Élevés dans le sens, malheureusement, élevage, pas dans le sens élévation, où nos parents devaient, c'est le passé, auraient dû nous élever, dans le sens élévation. C'est-à-dire nous prendre là où on en est, tout petit, fragile, et Gilles nous dit, j'aurais pu avoir de pires parents. Ouais, c'est cool. Les tiens ne sont pas si pires. Génial. Ils ne sont pas si pires, donc pourquoi je les critiquerais par rapport aux autres qui se sont fait battre ou je ne sais quoi, ou abandonnés? Non, les tiens, ils sont toujours là, ils n'ont pas tué personne. En tout cas, pas trop. Enfin, c'est bon, j'ai survécu, quoi. Là, vous reconnaissez tous, parce que tous, ils sont pareils. Mais ce système archaïque qui vient se diffuser dans le judéo-chrétien, ou dans n'importe quelle religion, ça marche aussi, et ensuite dans notre système social, voire thérapeutique, ce qui est encore pire, nous empêche de nous dire on peut changer quelque chose. On peut sortir de cette loyauté familiale. Et la croyance va être validée et confirmée par ce système-là. Mon père m'a dit que j'étais nul, je ne peux pas sortir de la croyance parce que si j'en sors, je sors de la loyauté familiale. En plus, mon cerveau, comme on l'a vu dans l'exemple de je ne sais pas qui, Katia, ouais, j'ai peur, donc je suis nul. Donc, j'ose pas,
Et si j'ose pas, je fais rien. Et si je fais rien, je suis nul. Ça marche comme ça. Mais ces peurs, elles sont alimentées par votre clan, justement. Alexandra, c'est chiant ce truc de pardonner quand les parents ne reconnaissent pas. Mais Alexandra, tes parents ne reconnaîtront jamais rien. Parce que s'ils reconnaissent quelque chose qu'ils ont mal fait, par exemple, c'est la fin de leur monde. C'est la fin de leur valeur. Ils ont une valeur, c'est j'ai élevé une fille, elle a des enfants, donc j'ai fait mon boulot. Mais si je m'aperçois que je l'ai mal élevée, si je reconnais que je l'ai mal élevée, toute ma valeur de parent s'écroule. Et c'est pas possible, c'est pas entendable, c'est indicible. Donc jamais je vais ne reconnaître quoi que ce soit, sauf si je suis un parent qui évolue, c'est-à-dire qui va faire un travail sur lui-même et qui va enfin reconnaître qu'il a juste transmis ce qu'il a appris et que c'est horrible pour son enfant d'avoir transmis ce qu'il a appris. Parce que c'est ça le travail d'être adulte, c'est reconnaître qu'on s'est trompé et reconnaître qu'on a fait des erreurs et faire ce qu'on peut mal aimer. Pas protéger en fait, c'est pire que mal aimer. Oui, bien sûr. Et là, je vais te renvoyer Alexandra sur tout ce que je dis sur la page Couple et famille de mon site web où justement on peut sortir de cette façon-là. L'idée de la croyance simplement, c'est est-ce que j'ai un intérêt à rester dans cette croyance du clan, de ma famille, de la société, pour moi? Est-ce que oui ou non, je m'autorise à faire quelque chose d'autre? Si je ne m'autorise pas, ben, je vous dis au revoir parce que vous ne vous autorisez pas, ça ne marche pas. Ok. Maintenant, si vous autorisez, il y a plein de façons de faire. Plein. Il y a plein d'outils. Et j'ai organisé quelque chose pour vous proposer ces plein d'outils-là. Ça ne se fait pas en 1 heure. Loin de là. Alors maintenant, 1 heure, ça fait même 1h30. Donc ça ne se fait pas en 1h30, mais c'est possible de le faire. C'est possible de travailler avec ces outils-là et de sortir de vos croyances pour remplacer vos croyances limitantes par des croyances positives et constructives. D'accord? C'est un petit processus. Encore une fois, il m'est venu ce week-end, ce processus, parce que j'ai croisé toute la semaine d'avant plein de gens qui étaient englués dans leur conscience. Et ce week-end, j'en ai rencontré encore plein d'autres. Et c'est horrible. C'est horrible de voir ces gens coincés dans leurs croyances. Alexandra, j'ai coupé les ponts, je vis maintenant. Oui, mais tu peux être heureuse en plein. Donc, qu'est-ce que tu vis en plein? Non, tu t'es séparé d'une chose, mais potentiellement, tu ne vis pas encore en plein, puisqu'il y a encore cette croyance. Et est-ce que cette croyance, justement, si on l'analyse un petit peu plus finement, cette croyance de dès que je suis heureuse, il va m'arriver quelque chose, est-ce que ce n'est pas quelque chose que tu as entendu dans ta famille? Mais j'en sais rien. Je te pose la question. Ok. Ou alors, est-ce que c'est pas quelque chose, alors sans l'avoir entendu, hein, on est champion du monde pour se faire des schémas tout seul. C'est-à-dire, moi, enfant, je regarde mes parents, ils sont heureux, tout se passe bien, et d'un seul coup, blam, il y a un accident. Donc, ils sont heureux, et d'un seul coup, blam, il y a un accident, et d'un seul coup, ils deviennent malheureux. Un accident, c'est typiquement, ils perdent un petit frère ou une petite sœur, et là, c'est la fin de leur monde. Ah, moi, mon inconscient d'enfant observe que tout va bien, ma vie, c'est le paradis, je suis heureux avec mes parents, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe, et ça tombe. Et bien juste ça, ça peut faire enregistrer la croyance que quand on est bien, voilà, c'est ce que je viens de raconter, Alexandra, j'étais heureuse, d'un seul coup, mon père s'est mis une balle dans la tête. Ah, et là, je suis malheureuse. Je suis malheureuse parce que toute ma famille s'écroule, et tout change. Donc, si je suis trop heureuse, je vais me retrouver potentiellement dans la situation où je vais revivre ce drame-là, émotionnellement, pas le même, parce que mon père n'est plus là, mais émotionnellement, je vais revivre la même chose. Et c'est pas supportable parce que ce que j'ai vécu à l'époque, c'était l'enfer. Donc, pour me protéger de ça, j'ai jamais été heureuse. En plein, complètement. J'avais une consultante comme ça qui venait pour des tendinites.
En tendinite, enfin en décodage, pardon, les tendinites, c'est le projet. Le tendon, c'est le projet du mouvement. C'est celui qui est piloté par l'influx neurologique, qui est le projet lui-même, et le tendon va transformer ce projet neurologique en action. Ok. Mais la tendinite, c'est je vais pas au bout de je peux pas aller au bout de mon mouvement, je peux pas ouvrir mon bras au tennis pour envoyer la balle. Ok, je peux pas serrer la raquette. Bref, c'est des tendinites. Et elle était extrêmement sportive, plein de choses. Et elle était super douée en plus. Elle me disait, je commence l'escalade, au bout de 2 ans, je fais du 7A et puis je rentre en compétition et je bats tout le monde. Mais il y a un moment, paf, tendinite et je suis obligé d'arrêter. Alors je passe au tir à l'arc et puis je deviens super bonne. Je fais des compétitions, un championnat de Suisse, qui était suisse. Et pan, tendinite, je suis obligé d'arrêter, etc., etc. Et sa vie, elle avait 25 ans, c'était une succession ça ne fonctionne pas. Et c'était pareil dans ses couples. Je suis heureuse, je rencontre, mais à un moment, je dois sortir du couple parce que quelque chose ne va pas. Et c'est quelque chose qui ne va pas, on est incapable de le dire. On s'est rendu compte, on est remonté grâce aux études des décodage biologique, au moment où elle est en CE2, je crois, elle a 8 ans, ouais. Elle est la première de la classe au premier trimestre. Son père exulte de joie, c'est la fête, c'est le champagne, tout le monde est super heureux, tout le monde est très fier d'elle. Okay. Au deuxième trimestre, elle est deuxième. Et là, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde parce que son père dit « Ok, t'es deuxième, eh ben, on ne part pas en vacances de Pâques comme c'était prévu. On reste à la maison, tu travailles, il faut que tu sois première. » Et parce qu'elle a échoué, elle a semé le malheur autour d'elle. Donc, elle a privé ses frères et sœurs, sa famille de vacances parce qu'elle avait échoué. Elle n'était plus la première, elle était la deuxième. Et au troisième trimestre, c'était à nouveau première. Et ensuite, elle s'est battue toute sa vie pour être première. Mais elle n'est plus jamais arrivée. Elle n'est plus jamais arrivée parce que son inconscient avait enregistré que si je monte jusqu'en haut du classement, à un moment, je vais tomber. Et là, c'est l'enfer. Donc, pour ne pas tomber, je ne vais jamais jusqu'en haut. Ma croyance, c'est si j'arrive à être première, je vais tomber. Et là, c'est l'enfer. C'était sa croyance née sur cet événement-là où son père, cet abruti, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi elle est deuxième, eh ben, il a mis tout le monde hors vacances et il l'a fait travailler comme une bête pour qu'elle redevienne première. Donc, il est sûr que son père avait peut-être un petit problème de valeur qu'il essaie de réparer à travers sa fille. Et voilà, il a entraîné son enfant là-dedans. Donc, c'est encore une croyance parentale qui l'a mis dans cet état-là. Tout ça pour vous dire que, en sortant de cette croyance parentale, en rendant à son père sa propre croyance de dévalorisation, elle est arrivée à faire ce qu'elle voulait faire et à plus avoir peur de gagner. Parce que quand elle gagne, bien sûr, on va chuter, mais ce n'est pas la fin du monde. C'était juste la fin du monde de son père. Donc, en fidélité par rapport à son père, il ne fallait plus jamais qu'elle échoue. Pourquoi échouer? Je ne réussis pas. Donc, pour ne pas me planter, je ne fais rien. C'est le principe. Est-ce que... alors, ces croyances, elles sont nées dans votre inconscient. Hein, ok. La PNL, programmation neurolinguistique, a compris comment fonctionnait votre inconscient. Complètement. Elle a tout saisi, elle sait complètement le décoder. Et c'est pour ça que c'est un outil que j'utilise énormément en thérapie TEFT, parce qu'il va nous apprendre, cet outil va nous apprendre à démonter tout ce qui est inconsciemment construit. C'est de la programmation neurolinguistique. C'est-à-dire qu'à travers mon langage, je vais reprogrammer ce que mes neurones ont mis en place. C'est simple. Hein? On peut travailler ces croyances de plein de façons différentes. Ce que je vous propose là, dans le système que j'ai mis en place, que je vais vous présenter si ça vous intéresse, c'est comment sortir de ces croyances grâce à la PNL. D'accord? C'est-à-dire que j'ai construit 3 modules de 3 webinaires, en fait, d'1h30. Alors là, vous avez dit, j'avais dit 1 heure ce soir, ça fait déjà 1h30, donc je déborde tout le temps. Je suis chez moi, j'ai le temps, et la cheminée fonctionne, je suis tranquille. Donc je dis 1h30, c'est le minimum. 3 modules d'1h30 dans lesquels vous allez apprendre des outils PNL. Vous allez travailler les uns avec les autres, sous ma supervision bien sûr, mais depuis chez vous. Ça, c'est classe. C'est-à-dire que grâce au logiciel, à Zoom,
je vais pouvoir vous… Ah, Stéphanie est arrivée. Bonjour. Grâce au logiciel à Zoom, je vais pouvoir vous faire travailler ensemble dans des petites salles séparées où je vais pouvoir aller intervenir quand vous m'appellerez. Et bref, je serai comme si on était tous en cours dans la même pièce, dans le même bâtiment, et on pourra appliquer les exercices que je vais vous proposer de cette façon-là. C'est des outils que je vais vous présenter uniquement basés sur les outils PNL, que je vais vous présenter un peu plus en détail. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez imaginer tous là, autant que vous êtes, qu'est-ce que serait votre vie si la croyance que vous avez posée tout à l'heure avait disparu? Si elle n'existait plus? Est-ce que vous pouvez me dire à quoi ressemblerait votre vie? Si vous n'étiez pas nul, si vous n'étiez pas… si vous étiez plus intelligente que la moyenne, si, etc., etc., etc. Si le bonheur complet n'impliquait pas que ça se casse la gueule un jour, qu'est-ce que serait votre vie? Dites-moi. Parce que ça, c'est une question. Alors, Vivi nous a répondu dans le chat tout à l'heure. Ce qui m'est venu à l'esprit en t'écoutant, c'est que lorsque j'avais environ 16 ans, un de mes frères, lorsqu'il venait chez mes parents, m'appelait la grosse. Alors, je n'avais pas du tout de problème de poids. Et ça me blessait beaucoup de l'entendre me dire cela, car j'aimais bien ce frère. En plus, niveau date de naissance, il est du 26 septembre et moi du 28 septembre. Donc, tu avais ce que j'appelle un jumeau symbolique qui venait te renvoyer la grosse. Et ça te touchait énormément parce que c'est quelqu'un de très important pour toi. Tu l'aimais bien. Donc, sa parole, c'était quelque part parole d'évangile. Et comme c'était devenu l'identité qui t'avait collé, pour ne pas perdre le lien avec lui, peut-être que dans ton inconscient, c'est créer le truc, si je ne suis pas la grosse, il ne m'appellera plus, il ne viendra plus me voir parce qu'il m'appelle la grosse et que je dois répondre à cette identité-là. Mais ce frère, Vivi, il est important, tu l'aimais bien, simple, alors à mon avis, c'est l'hypothèse que je fais, simplement parce qu'il correspondait, en termes de date, encore une fois, à ton père, et que tu aurais bien aimé que ton père te porte de l'intérêt. Comme ton père ne te portait pas d'intérêt, celui qui le représentait dans tes frères, qui te portait de l'intérêt, avait cette espèce de poids parental, entre guillemets, qui potentiellement a été pris pour la parole de l'évangile. T'es grosse, toi t'es grosse. Et tant que t'es pas grosse, je ne parle pas. C'est une hypothèse que je t'invite à vérifier, à faire vérifier. On est là-dessus, on est là-dessus. Alors, vous pouvez répéter la question. Alors, Ghislaine Pompelup, Nadège, je serai mince, belle et je m'aimerais physiquement. Super. Alexandra, vous pouvez répéter la question. Brave. Katia, elle serait fantastique et sans limite. Je quitte tout pour faire un tour du monde avec ma famille. Super. Sophie, ma vie devient fluide, presque facile, puisque je découvre tout ce que je suis capable de faire. Ok. C'est génial ça. Et c'est ça votre réalité. En fait, votre réalité profonde, elle est là. Vos croyances vous limitent. Elles vous limitent, elles vous empêchent de vivre votre réalité, celle que vous exprimez. Et juste parce qu'elles sont là, présentes, vous ne pouvez pas sortir de ce carcan et faire autrement que ça. Ces croyances, c'est votre système sur lequel vous êtes construit. Et ce que je vais vous proposer dans les 3 modules que je vais vous présenter là, oui, bien sûr, Sophie, ça fait évoluer le cercle relationnel. Et Bruno, oui, c'est trop bien. Et Bruno, lui, il est complètement sorti, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais là, Bruno, d'ailleurs? Plus de problème de croyance, je pense. Après, je me mets peut-être en route. Bref, ce que je vous propose dans les 3 modules que je vais vous présenter, c'est d'utiliser des outils de PNL pour travailler entre vous avec mon soutien, comme si vous étiez en stage, en atelier. Pourquoi je propose ça en webinaire? Parce que je n'ai pas trouvé de week-end où je puisse caler ça. Mes week-ends sont tous pleins.
et que j'ai quelques soirs, quelques heures dans les soirées qui me restent disponibles. Et quand je vois tout ce monde autour de moi qui souffre de ces croyances-là, je me dis, c'est pas possible, on doit pouvoir faire quelque chose. Donc, je vous ai proposé ça et je vais vous le présenter. C'est où? Je ne sais même plus où je l'ai mis. Non, c'est sur mon site web maintenant, c'est là. Ok, je vous partage ça. Boum, boum, boum. Et je vous montre. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Agenda. Ok. Hop là. Ça, c'est la page événements de mon site web où vous allez trouver les webinaires thérapeutiques sur les croyances limitantes. Comment les repérer et les changer. Ça se passe du 12 mars au 26 mars, 3 jeudis soirs, de 21h à 22h30. Et qu'est-ce qui va se passer là-dedans? On va le détailler. Si ma connexion Internet veut faire le travail. En attente de christopherossa.fr. Ça y est. Hop là. Bien. Le but, c'est d'enlever l'un de possible. Et ça, vraiment, cette photo, elle est extra parce qu'elle présente exactement le travail de la PNL. En PNL, pour vous, là, pour l'instant, c'est impossible. Et la PNL va changer, va effacer le 1 pour rendre les choses possibles. Alors, la PNL, c'est un outil de la thérapie TEFT, c'est un outil d'ensemble. On fera plusieurs choses dans ces 3 webinaires. Je représente qu'est-ce qu'une pensée, une croyance limitante, en vous rappelant que la croyance limitante, c'est une pensée vraie et immuable. No pain, no gain. Ok? Je ne peux pas gagner d'argent si je ne fais rien. Ces croyances limitantes vont façonner notre quotidien, vont nous faire renoncer à nos rêves, à nos ambitions, à ce dont nous avons envie. Et ces croyances, on va devoir les valider parce que notre système intérieur est construit comme ça, verbalement, mentalement. Elles vont se vérifier, et plus elles se vérifient, plus elles deviennent une évidence qu'on ne peut plus changer. Pire que ça, je vous ai dit, votre inconscient ne va plus voir les autres options et va ne voir que la validation permanente de ces croyances-là, parce que si jamais il voit autre chose, il va mettre en doute la croyance qui vous a construite, parce qu'elle vous a construite quelque part, cette croyance. Et la seule façon, en tout cas la plus grosse façon dont elle vous a construite, elle vous a permis de rester dans cette loyauté au clan. Et juste pour ça, vous ne pouvez pas la lâcher. Donc le cercle vicieux, je vous l'ai présenté. Les pensées limitantes, les croyances limitantes, je suis trop vieux, trop jeune, trop gentil, trop grand, trop petit, etc. Il y a du trop. D'accord? Il y a toujours une exagération. Ou à l'inverse, je ne suis pas assez fort, sportif, beau, etc., etc. Il y a aussi le mais. J'aimerais bien, mais. Ou alors carrément, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est vos systèmes. C'est les phrases typiques qu'on trouve dans les croyances limitantes. J'ai mis en place les 3 webinaires thérapeutiques. D'abord, pour comprendre comment la croyance limitante se met en place. Donc ça, vous allez le voir, le décortiquer. Trouver la source ou les sources, il y en a peut-être plusieurs de vos croyances. Utiliser les outils de programmation neurolinguistique qui visent à déconstruire ces croyances. Vraiment, on va déconstruire le système et en mettre des positives à la place. On va utiliser pour ça des outils thérapeutiques de PNL que vous allez pouvoir appliquer simplement parce que c'est très simple, les uns avec les autres. Et moi, je serai là pour veiller à tout ça. Comment va se passer chacun des 3 webinaires? Je vous donnerai des explications simples, la théorie sur les croyances vues par la PNL et le protocole que vous allez appliquer. Vous allez valider dans votre ressenti cette théorie en utilisant ce protocole et en le validant, en le faisant. OK? Ça, c'est le point 3. Vous ferez ce protocole thérapeutique, 2 par 2. Encore une fois, je supervise tout ça. Et ensemble, on vérifiera vos résultats. On verra si tout s'est bien passé ou si alors ce protocole a levé des blocages et a fait sortir des choses. Donc, soit on aura le temps de les travailler, parce qu'ils vont être utiles pour les uns les autres et c'est très vite fait, soit ça fait appel à quelque chose de plus gros. Et là, je vous ai programmé quelque chose où vous pouvez aussi réserver des séances particulières qui seront donc en dehors des webinaires à l'inscription au webinaire. Okay ?
Donc, vous aurez la possibilité de voir ce qui se passe, de travailler. Si ça se passe bien, tant mieux, c'est guéri, c'est passé. Et si on trouve quelque chose de supplémentaire, soit on aura la possibilité dans le temps du webinaire de démonter le truc, parce que c'est des fois des choses super simples, soit il faudra aller plus loin dans un travail. Et là, moi, je serai à votre disposition si vous avez réservé les séances à l'avance, parce que c'est de l'organisation. Donc pour ça, il y a 3 webinaires de 1h30, chaque jeudi à 21h, les 12, 19 et 26 mars. Pardon. Pour celui-là, vous allez donc travailler 4h30 ensemble. On utilise Zoom, vous connaissez Zoom maintenant. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir ça au maximum de monde, d'accord, pour que chacun puisse trouver sa façon de travailler idéale. Donc le petit A, vous pouvez suivre ces webinaires, mais en vidéo seulement. C'est-à-dire que vous aurez accès aux vidéos des webinaires qui se sont passés avec toute la théorie, avec tous les protocoles que je vais donner, mais vous n'aurez personne pour faire les exercices puisque vous serez après le webinaire. Ça coûte 15 €. C'est-à-dire que vous aurez les 3 webinaires pour 15 € et vous aurez toute la théorie, mais sans avoir fait le travail, en quelque sorte. Après, il y a 2 options en point B. Soit en suivant chez vous les 3 webinaires du jeu d'histoire en direct avec moi, et jusqu'au 7 mars, il y a un tarif lancement de 49 € pour ces 3 webinaires. 49 au total pour les 3 webinaires jusqu'à samedi midi. Si vous inscrivez avant samedi midi, ça coûte 49. Après, si vous venez entre samedi midi et jeudi, ça coûtera 69. OK ? Ça, c'est le point B. Il y a quelque chose de particulier que je mets en place, c'est le point C. Donc, en suivant de chez vous les 3 webinaires, c'est pareil. Mais l'accès à 2 séances thérapeutiques en tête-à-tête en visioconférence ou au cabinet. Ça, je ne détermine pas, c'est selon votre disponibilité. Ces séances thérapeutiques, je les fais à un tarif webinaire de 45 € par heure au lieu de 70. D'accord ? Donc, il y a les 3 webinaires, 2 séances à 45 €, ce qui nous mène à 439 € jusqu'au 7 mars à midi. Si vous inscrivez après, ce sera au tarif de 55 € que seront les séances et le webinaire au tarif de 69, ce qui nous mène à 169 €. Voilà. Pour vous inscrire, c'est tout simple. Vous, d'abord, remplissez ce petit cadre-là, réservation. Vous choisissez ce que vous voulez choisir. Alors là, aujourd'hui, à cette heure-ci, on a le tarif de 49 et 139 parce qu'on est encore dans le temps de samedi jusqu'à samedi midi. Vous choisissez 1, 2, 3 ou 12 si vous voulez venir à 12, parfaitement normal, mais je vais en choisir qu'un. Voilà. Vous avez, alors moi je suis inscrit sur mon propre site, donc ça ne compte pas. Mais normalement, vous avez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse mail à donner. Vous cliquez sur réserver et c'est réservé. C'est tout ça. C'est une pré-réservation. D'accord ? C'est juste pour que vous me disiez « je veux participer à ça à tel niveau ». OK ? C'est le plus simple. Ensuite, vous réservez définitivement votre place en réglant la totalité des webinaires par un des 3 moyens suivants. Soit les chèques envoyés à mon adresse, soit un règlement PayPal. C'est facile, j'ai choisi B1 à 49 €. Je clique sur ce lien. Ce lien, il m'ouvre une page PayPal. Hop. Où il y a 49 €. Je fais suivant, payer, mais je vais, alors je ne peux pas le faire parce que c'est mon compte PayPal et ça ne va pas marcher. Je ne peux pas envoyer de l'argent à moi-même, mais il faudra bien utiliser la fonction envoyer de l'argent à un ami. Sinon, je vais recevoir votre règlement, moins 5% qui iront chez PayPal et vous allez payer PayPal et pas moi. Alors que ce n'est pas PayPal qui travaille sur ce coup-là. Voilà comment ça se passe sur PayPal. Sinon, vous pouvez cliquer sur ce lien pour obtenir mon RIB. Hop, et vous m'envoyez un virement. Alors, si vous faites PayPal, si vous faites un RIB ou si vous m'envoyez un chèque, je vous demande à chaque fois de m'envoyer un mail pour me dire « j'ai réservé telle chose, telle place, etc. » pour que je sache un petit peu ce qui va arriver et que je puisse vous noter au tarif préférentiel avant le 7 mars à midi. Je vous rappelle, je reviens sur le truc, que ces 3 webinaires, ils sont vraiment thérapeutiques, hein, c'est pas du lambda. C'est comme si vous veniez pendant 4h30 de séance.
d'accord? Vous allez travailler entre vous, l'un avec l'autre, mais avec des outils thérapeutiques super simples, où il y a un protocole à suivre, c'est tout écrit, pas à pas, je vous l'aurais expliqué avant, je vous l'aurais donné, et vous allez le suivre. S'il y a un problème, vous m'appelez, je viens à votre session, on règle le problème en direct, et après on continue, on avance. Ok? Donc, ça me permet de vous voir tous, d'être avec vous, de vous soutenir pendant ces 3 webinaires et de faire le travail. Et de faire ce travail qui va vous permettre de sortir de ces croyances limitantes, en tout cas au moins une sur les 3 webinaires. Peut-être qu'on aura la possibilité d'en faire plusieurs, puisqu'on va utiliser 3 protocoles différents. Donc, si le premier a marché, on utilisera le deuxième pour une autre croyance, etc. Et après, ces outils, ils seront à vous, vous les aurez intégrés, vous les aurez pratiqués. Donc, votre inconscient aura aussi l'habitude de traiter ça tout seul. Parce que cet exercice-là, vous pouvez le refaire avec vous-même tout seul. C'est un apprentissage en même temps que du travail thérapeutique. Le but, c'est que vous sortiez de vos croyances le plus facilement possible et que moi, je puisse vous aider là-dedans. OK? Donc, oula, j'ai des questions qui ne sont pas vues. Bruno, j'ai réappris quelques trucs en plus, trop bien, à bientôt. Sophie, merci pour ce partage. Christelle, ceux qui ont déjà fait des webinaires avec toi savent que ce sera pro. Oui, et ceux qui n'ont pas fait de webinaire ne savent pas, Christelle, c'est gentil de le dire. Non, en fait, ces outils thérapeutiques, je les donne en formation TEFT, aux futurs thérapeutes TEFT. Et le travail sur les croyances, c'est une petite partie de l'immense savoir qu'ils vont acquérir sur ces trois niveaux de formation. Mais l'important, c'est que là, vous puissiez avoir accès à ce travail sur les croyances directement et facilement de chez vous, de votre fauteuil, pour un prix ridicule. En tout cas, voilà, qu'il me semble juste de vous faire investir sur vous pour que vous puissiez sortir de vos croyances qui vous pourrissent la vie, en fait. Je résume. Vos croyances sont... Christelle, une autre question. Plusieurs membres de la famille peuvent-ils faire ensemble? Genre Tanguy, ton fils, et toi, si ça l'intéresse, bien sûr. Oui. Oui, en fait, vous serez répartis dans des groupes différents. Je ne vais pas vous faire travailler ensemble parce que forcément, ton fils est éduqué par tes paroles à toi. Ça ne marchera pas. Mais vos travaux, vous allez faire en sous-groupe, vous le ferez qu'avec votre binôme dans le sous-groupe. Et le binôme changera à chaque exercice de façon à ce que vous puissiez rencontrer le maximum de gens et travailler le plus efficacement possible. Sachant toujours que je serai là pour vous assister les uns les autres et que le protocole sera présenté, il y aura une démonstration et que voilà, ce sera facile à suivre. Hein, il n'y a rien de compliqué. Non, le but, c'est de mettre à votre portée des outils thérapeutiques uniquement basés sur les croyances. Bien sûr, toutes vos problématiques ne viennent pas de vos croyances. Il y a cette idée de loyauté familiale. Là, c'est un travail plus large qui est à faire. Mais si vous pouvez, avec les outils PNL, sortir de vos croyances, vous sortirez implicitement de cette loyauté parce que vous oula, celui-là, ce mot-là, il va être dur. Vous vous réintégrerez à vous-même, c'est plus simple, vos propres croyances, tout en laissant tranquilles les croyances de votre famille. Parce qu'en fait, vous allez vous apercevoir que même si vous ne suivez pas vos croyances, ces croyances familiales, personne ne va s'en offusquer. Là encore, c'est votre loyauté qui vous implique de le régler, de rester dans ces croyances-là. Je fais des bêtises. Est-ce que vous avez des questions sur les croyances, sur le général, sur le programme que je propose, quoi d'autre? Sinon, on s'arrête. Je vais voir, par exemple, sur Facebook. Il y avait une réponse de Vivi. Moi, je pourrais bouger comme je veux. J'aurais plus honte de ce qu'on pense de moi. Je pourrais vivre et non survivre. Oui, c'est tout ce que je te souhaite, Vivi, parce que c'est très important de sortir de systèmes hyper
réducteurs de croyances, de surpoids, de famille, etc. Pas de questions? C'était clair alors? Super. Eh bien, écoutez, je vous invite à finir votre soirée tranquillement pour faire ce qui vous fait plaisir de faire à cette heure-ci. Personnellement, j'allais manger parce que je n'ai pas eu le temps avant. Je suis sorti du cabinet, je suis venu vous voir tout de suite. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt sur les webinaires thérapeutiques croyances ou alors sur des lives, sur d'autres émissions. Ah tiens, si j'en profite aussi pour vous glisser une ou deux images qui doivent être sur mon site web aussi. Boum, boum. Je vais juste vous le partager encore. Boum, 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 zoom. Je mets ma webcam qui est devant mon écran, c'est pas pratique. Quelque chose que je vais vous proposer de vivre le 15 mars, dimanche. 15 mars à midi. Je fais une conférence. Une conférence qui s'appelle « Tous prisonniers de la loyauté familiale archaïque ?» Point d'interrogation. Cette conférence, elle aura lieu au salon SMAC, le salon des médecines alternatives et complémentaires de Grenoble, la deuxième édition, où je suis invité cette année encore. Pourquoi? Pour vous faire prendre conscience de à quel point vous êtes prisonnier de votre loyauté familiale archaïque et surtout vous faire comprendre que vous pouvez en sortir. Pourquoi? Parce que cette loyauté familiale archaïque, pour toutes les raisons qu'on a dit tout à l'heure, je ne vais pas spoiler tout ce que je vais donner dans la conférence, mais parce que c'est archaïque, parce que c'est parental, parce que c'est social, je n'ai même pas le droit de me rendre compte que je suis en loyauté à eux. Parce que si je me rends compte, étant donné qu'on m'a dit « tu ne peux rien changer, tu ne peux pas changer tes parents, et ils sont comme ils sont, et il faut les accepter », eh bien, je n'ai pas de solution. C'est-à-dire que des courants thérapeutiques nous disent « il n'y a pas d'autre solution que pardonner ». Je ne vais pas sortir de ma loyauté, je vais pardonner. Je suis d'accord pour le pardon, mais à 200%, une fois qu'on s'est respecté, qu'on a exprimé ce qu'on avait exprimé, qu'on a été entendu, et là, on peut pardonner l'autre. Parce que si on pardonne quelqu'un qui n'a même pas conscience de ce qu'il nous a fait, on pisse dans un violon. Cette conférence-là, pendant 1 heure, je vais vous démontrer d'où ça vient, comment on peut être bloqué à ce point-là, et surtout vous donner des pistes pour en sortir. Mais ce n'est pas tout. Ce même jour, alors cette conférence, elle sera donc à Grenoble, mais je vais la diffuser en même temps sur Facebook. Super. Comme ça, vous pourrez la voir de chez vous si vous n'êtes pas à Grenoble. Ça, c'est top. Et en plus, ça, la conférence est à 12h. À 14h, en bleu, là, et il y a un atelier. Un atelier qui s'appelle pareil, Tous prisonniers de la loyauté familiale archaïque, un atelier physique qui aura lieu sur place avec des gens sur place. Et il y a 30 places limitées à l'atelier, donc il faudra s'inscrire vite le samedi 14 et le dimanche 15, parce que le salon a lieu sur 2 jours. Et dans cet atelier, je vais vous faire sentir physiquement dans votre corps qu'est-ce que ça fait quand on sort de la loyauté familiale archaïque. Parce que tant qu'on n'a pas ressenti ce que ça fait de plus être prisonnier de ça, on ne peut pas s'imaginer. Tout à l'heure, vous avez imaginé que oui, quand j'aurai plus ça, je pourrais faire ci, ça, ça. C'est de l'imaginaire. D'accord? Cet atelier va pouvoir vous le faire ressentir physiquement ce que ça fait. Et en tout cas, vous donner la puissance physique dans votre ressenti. Vraiment, je suis libre et je suis puissant et j'ai plus peur et j'ai toute ma valeur, j'ai toute ma place. Cet atelier vous permettra de vivre ça. Et vivre ça, c'est vraiment top. Je l'ai fait plusieurs fois. Je le refais encore parce qu'il marche d'enfer et que les gens s'éclatent à le faire. Il n'y a pas de réservation à prendre chez moi, en tout cas. Le lieu, ça sera au Village Club partenaire, avenue Jeanne d'Arc à Grenoble. Donc, c'est derrière le Stade des Alpes. Vous rentrez sur la rue Jeanne d'Arc, sur le parking qui est juste à côté. Vous allez au salon SMAC qui sera fléché. Hein. Allez-y bien avant 12h dimanche, parce que je pense que les places de l'atelier vont être blindées. L'année dernière, j'ai refusé du monde. Donc, cette année, ça sera encore le même genre d'idée. Donc, allez-y faire un tour samedi au salon. Il y a un super salon, il y a plein d'exposants qui nous parlent de plein de techniques complémentaires
D'ailleurs, mon pote Christophe, l'herboriste, entre autres, le centre au cœur de l'essentiel où je travaille, qui présente dans toutes leurs activités. Bref, ça sera un chouette truc. Il était très chouette déjà le premier l'année dernière, et là, ce sera, je pense, au moins aussi bien. Bref, le 15 mars, de chez vous, vous pourrez assister à tout ça en vidéo, autant la conférence que la démonstration, parce que c'est un plaisir de partager. Et puis, ben, on en parlera peut-être dans d'autres cas. Des questions? Merci Christelle. Bonne soirée. Nadège nous dit oui, je confirme, c'est génial, mais s'inscrire tôt en matinée. Oui, tu avais fait la démonstration, enfin l'atelier l'année dernière, toi. Mais oui, il faut y aller tôt en matinée pour avoir des places. C'est limité. Là, je leur ai dit, on peut en rentrer 30. Ils avaient limité à 25 l'année dernière et c'était pas assez. Bref, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Amusez-vous bien. Et au plaisir de vous revoir un jour où vous avez envie. Bonsoir à vous. Merci de votre présence.